Maintenant que vous êtes des experts du web, il est temps de voir l'outil qui vous permet d'accéder à ce fameux web. Et cet outil, vous le connaissez bien, c'est le navigateur. Alors, le navigateur, c'est une application qui est gratuite, qui est disponible sur tous les appareils connectés, que ce soit les téléphones, tablettes ou ordinateurs. Et le but, c'est d'accéder à toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées avec le web, dont la principale, évidemment, est de naviguer entre les pages qui sont disponibles sur tout le réseau d'Internet. Alors, ces navigateurs-là, il en existe un grand nombre. Ces grands noms, on va les voir juste après. Pour en citer quelques-uns, nous retrouvons Chrome, Opera, Firefox, Safari, Edge, etc., etc. Nous allons voir quels sont les plus grands, pourquoi ils existent, pourquoi il y en a plusieurs, comment on choisit le plus adapté pour nous, et qu'est-ce que l'on peut faire avec le navigateur, parce qu'il n'y a pas que ce qui est propre au web. On va commencer par le petit rappel du web, mais ensuite on va plutôt aller du côté de ce que fait le navigateur en plus. Alors tout d'abord, le navigateur, pour se rappeler un petit peu comment ça fonctionne, quand on charge une page, qu'est-ce qu'il se passe? Bien, dans un premier temps, on va essayer de trouver le serveur, de trouver quel est l'ordinateur qui stocke les fichiers permettant d'afficher la page que je souhaite. Donc vous vous rappelez cette histoire de je tape un nom de domaine, une URL, par exemple eriset.fr, et je dois trouver sur quel ordinateur dans le monde sont stockés les fichiers permettant d'afficher la page eriset.fr. Une fois que je l'ai trouvé, je vais récupérer ces fichiers-là. Donc je vais télécharger sur mon navigateur, sur mon ordinateur à moi personnel, les fichiers de la page pour pouvoir la consulter. Je vais ensuite analyser, quand je dis je parle évidemment du navigateur qui va analyser ces fichiers-là en commençant par le HTML. Ce HTML, donc c'est la page, le contenu de la page. Il va mettre ça sous forme de DOM. DOM, c'est un arbre virtuel composé de nœuds. Alors pour l'instant, je vous dis des mots un petit peu barbares, un petit peu techniques tout de suite, mais c'est parce que c'est un sujet qui méritera une vidéo à part entière. Nous le verrons dès que nous attaquerons le JavaScript. Et une fois qu'on a analysé et construit ce DOM, on aura tout le contenu prêt à être utilisé de notre page. Nous mettons ensuite en place la mise en forme, donc les couleurs, les dispositions, et tout ça, vous le savez maintenant, c'est le CSS. Et en dernier, c'est le JavaScript qui est lu. Donc dans un temps plus tard, une fois qu'on a déjà tout le contenu et tout qui est mis en forme, nous pouvons mettre en place l'interactivité. Donc ça, pour rappel de ces trois langages, nous avons le HTML, uniquement le contenu avec les petites règles SEO, si vous vous rappelez, le référencement qui vous permet de vous mettre au top des moteurs de recherche. Également la sémantique de dire ça c'est un titre, ça c'est un contenu, etc. Mais on verra tout ça plus tard. Le CSS, lui, c'était la mise en forme, donc c'est-à-dire que le titre il soit rouge, que le paragraphe il soit à droite, pas à gauche, qu'il soit de cette taille-là spécifiquement, etc., etc. JavaScript, c'est de l'interactivité. Par exemple, quand vous cliquez sur une petite icône de caddie, plutôt que de vous amener sur une nouvelle page de caddie, ou sur ton petit panier, que ça déplie un petit bandeau de la droite. Ça, c'est du JavaScript. Quelque chose qui était caché apparaît. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire en CSS aussi, mais tout ça, c'est d'autres sujets pour d'autres vidéos. Bon, il y a de choses à voir là-dedans. Le navigateur, ce qu'il apporte de plus, de vraiment particulier, c'est une mémoire. Alors pourquoi s'embêter à faire de la mémoire de navigateur alors que je vous ai déjà évoqué la notion de base de données lorsque je vous parlais du front-end et du back-end? Bien, la base de données, c'est uniquement côté serveur. Ce sont des données que l'on souhaite stocker en mémoire, par exemple le nom d'utilisateur, son email, son mot de passe et d'autres informations qui permettront plus tard de se connecter au site. Mais ces informations-là sont côté serveur parce que c'est quelque chose de sécurisé, c'est quelque chose auquel on doit avoir accès que lorsqu'on en fait la demande explicite et si on a le droit d'y avoir accès. Le front-end, lui, c'est un espace qui n'est pas très sécurisé. Un front-end, je rappelle, c'est l'ordinateur que j'utilise moi, personne visitant le site. C'est pas très sécurisé, n'importe qui peut accéder aux fichiers qui sont dessus. N'importe qui peut trouver des failles sur votre ordinateur. Donc, ce que l'on aimerait utiliser sur notre navigateur, ce sont plutôt des données qui ne sont pas sécurisées, des données dont ce n'est pas grave si quelqu'un arrive à y avoir accès, on s'en fout, tant pis. Par exemple, imaginez un caddie, un panier. Vous allez sur un site e-commerce, vous mettez un nouvel ordinateur dans votre panier. Bon, ce n'est pas bien grave que tout le monde sache que vous avez mis un ordinateur dans votre panier. En l'occurrence, pas tout le monde, juste le hacker. Il n'y a pas grand intérêt à savoir cela. Donc ça, c'est tout simplement une information qui serait très bien côté front-end plutôt que back-end, parce que lorsque vous faites une demande au back-end, vous envoyez une requête, eh bien, c'est
une requête de demander. Mais vous n'êtes pas seul sur ce site. Vous êtes plusieurs milliers à utiliser ce site-là. Et tout ça repose le plus souvent, quand on commence une application, sur un ordinateur. L'ordinateur, il faut qu'il arrive à supporter le nombre d'utilisateurs qui font des requêtes en simultané. Après, bien évidemment, nous verrons lorsqu'on parlera du déploiement qu'on peut mettre plusieurs ordinateurs à la fois pour être capable de supporter la charge, etc. Mais là, on passe déjà dans du monitoring avancé, dans un métier à part entière qui s'appelle du DevOps. Pour l'instant, on a un seul ordinateur et il ne sera pas capable de supporter la charge. Donc, ce que l'on fait, et même une fois qu'on a plusieurs ordinateurs, il faut le faire, on optimise tout ça. On ne demande au serveur que les informations qui sont pertinentes à demander au serveur. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Moins il y a de requêtes faites au serveur, mieux il se porte. C'est pour ça que ce genre d'informations un petit peu bateau, qui ne mettent pas en danger notre sécurité ou quoi que ce soit, on préfère les passer côté front-end. Et ces informations que l'on peut stocker, cette mémoire du navigateur, elle repose en 3 différents outils, qui sont les cookies, que vous connaissez certainement déjà, vous savez, les petits fichiers textuels qui sont stockés dans votre navigateur et qu'utilisent tous les sites à des fins commerciales. Ça aussi, on en parlera dans une vidéo dédiée aux cookies, parce qu'il y a pas mal de choses à voir dessus. Et les 2 nouveaux, que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont le Session et le Local Storage. Alors la différence entre cookies, Session Storage, Local Storage, elle est plusieurs, hein. Il y a la taille déjà, d'informations qu'on peut mettre dedans, et il y a aussi la durée de vie de l'information, parce que l'information, elle meurt au bout d'un moment. Le cookie, lui, on le définit à la main. On dit, ce jour-là, ce sera terminé. Eh bien, ce jour-là, le cookie est supprimé. Le Session Storage, lui, c'est dès que vous fermez votre onglet, votre navigateur, la donnée est perdue. Si vous rouvrez votre navigateur, vous verrez que la donnée n'est plus là. Le Local Storage, lui, c'est uniquement lorsqu'on fait explicitement la demande de supprimer l'information qu'elle est supprimée. Sinon, elle reste persistante. Ce genre de choses vous permet tout simplement de vous déconnecter d'un site internet, de quitter, de fermer une page et de revenir d'autres jours plus tard et de toujours voir votre panier rempli. Vous avez certainement vu ça, et bien c'est tout simplement dans le Local Storage. Si par contre vous fermez le navigateur, vous revenez et vous ne voyez plus votre panier, c'était certainement dans le Session Storage. Les cookies, c'est d'autres styles de données qu'on va stocker dedans, et comme je vous ai dit, on en parlera dans une vidéo à part. Maintenant, on va repartir un petit peu sur les navigateurs. Pourquoi il existe plusieurs navigateurs? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, Internet, c'est récent. Donc le fait d'accéder à d'autres machines, c'est un concept qui est assez récent, hein, et qui est arrivé au grand public dans les années 90. Ce qui a donné une course effrénée aux meilleurs navigateurs du moment pour essayer de tirer son épingle du jeu, parce qu'il y avait un marché qui était à prendre. Donc d'où les naissances de gros navigateurs qu'on peut utiliser aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sortent de nouveau. Et tout ça, c'est notamment grâce à un moteur en particulier qu'on va évoquer juste après. L'autre intérêt, donc l'autre raison pour laquelle il y a plein de navigateurs, c'est tout simplement la philosophie qu'il y a derrière. Certains navigateurs sont plutôt orientés dans les autres outils que dispose le créateur de ce navigateur-là. Par exemple, pour prenez Google, ils ont créé Chrome, qui est spécialement intégré avec tout l'écosystème, tous les outils de Google, donc le Drive, le Gmail, etc., etc. Microsoft, ils ont fait pareil avec Edge, ou encore Apple avec Safari. Donc ça, c'est au niveau de l'écosystème. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que dès qu'il y a de la concurrence, dès qu'il y a une concurrence même forte entre différents acteurs, ici des navigateurs, cela amène beaucoup d'innovation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les développeurs, nous avons beaucoup plus de possibilités qu'avant. Beaucoup plus de choses sont comprises par le navigateur qui nous permet de faire plein d'animations qu'on ne pouvait pas faire avant, et ça, facilement. Donc c'est tant mieux pour nous, qui continuons à en sortir, et ça est très facilement possible grâce au moteur Chromium. Chromium, lui, c'est un moteur open source qui a été créé par Blink. Donc open source, ça veut dire que n'importe qui peut s'en servir, se servir du code de ce navigateur-là, enfin de ce moteur, et d'en faire le navigateur qu'il souhaite. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà du code qui est fait, qui permet de comprendre ce que c'est le HTML, CSS, JS. Il y a déjà des outils préintégrés. Après, c'est juste à nous de rajouter du code par-dessus cette première couche pour en faire notre outil optimisé selon nos petits soins à nous. Mais déjà, de base, ça fonctionne. Et ça permet beaucoup d'innovations, notamment à des navigateurs plus récents, plus modernes, comme Brave. Bon, je vous cite celui-ci parce que c'est celui que j'utilise, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment. 70% des parts du web sont utilisés par des moteurs Chromium. Les autres moteurs les plus utilisés, eh bien, ce sont ceux de Firefox,
et de Safari. Donc Firefox est un outil qui est libre aussi, qui est totalement non lucratif, qui est open source également, qui voulait à la base respecter notre vie privée, qui le fait toujours évidemment, mais je dis qu'il voulait parce que c'est un outil qui est malheureusement de plus en plus en déclin, au profit d'outils comme Brave ou comme d'autres, qui sont sous Chromium et qui permettent une plus grande compatibilité avec tous les outils que l'on peut trouver, tous les sites que l'on peut trouver déjà de base sur Chrome. Alors on voit tous les sites sur l'un comme sur l'autre, seulement Firefox a de temps en temps un petit peu de retard sur certaines nouveautés qui sont sur HTML et CSS, ce qui fait que on commence à préférer de plus en plus les sorties sur Chromium. Safari, lui, il est indissociable de tous les produits Apple, donc on n'a pas le choix, il faut s'y mettre. Pourquoi je vous parle de tous ces moteurs-là? Tout simplement parce qu'en tant que développeur, il faut que votre application fonctionne partout. Donc, vous devez tester, à chaque fois que vous faites un site ou une application web, votre site sur tous les navigateurs, donc sur tous les moteurs de navigateurs possibles. Donc, testez votre application sur un moteur Chromium, testez-le ensuite sur Firefox, et testez-le enfin sur Safari. Si ça marche sur les trois, vous avez couvert la grande majorité du web. Donc là, vous serez sûr que votre navigateur rencontrera très peu, voire pas du tout de problème. Alors quel navigateur choisir pour vous? Eh bien, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez avoir une compatibilité forte avec Google, alors avec des profils Google par vos mails, avec chacun son petit agenda déjà préfait, son Gmail déjà préconfiguré, enfin tout connecté sur un même profil par rapport à votre mail, par rapport à votre compte Google. Bien tout ça, le plus disposé à répondre à ce besoin-là, c'est Google Chrome, évidemment, qui est celui qui a été créé par Google. Si maintenant vous voulez plutôt quelque chose qui tournerait autour de votre vie privée, un bloqueur de pub intégré, un VPN intégré et d'autres outils intégrés qui sont là pour protéger votre vie privée, eh bien vous avez Firefox et Brave, qui sortent leur épingle du jeu, et d'autres encore une fois, je ne cite que les plus connus. Si jamais c'est l'écosystème Apple qui vous branche, bon, on n'est pas franchement le choix, ce sera Safari. Si par contre vous êtes sur l'écosystème Windows, vous l'aurez compris, donc quand je dis écosystème Windows, je veux dire que vous êtes dépendant des outils Windows, donc c'est plutôt un cas que vous aurez en entreprise. Dans ce cas-là, je vous conseille Microsoft Edge. Même en personnel, maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès, donc vous pouvez très bien utiliser, il n'y a aucun souci là-dessus. Un autre outil qui est vraiment très pratique avec les navigateurs, et je terminerai là-dessus, ce sont les outils de développement. Quand vous appuyez sur F12, ou simplement que vous faites un clic droit, inspecter, c'est pareil, les deux font la même chose, ils ouvrent la petite fenêtre ici, vous avez accès à plein de petits outils sympathiques. Ces outils-là, on va les voir dans la vidéo juste après, la prochaine vidéo. Donc il y a plusieurs choses intéressantes, on voit ici les éléments, vous allez voir le fameux DOM, vous avez la console qui vous permet de voir le JavaScript, les erreurs JavaScript et de gérer, d'exécuter JavaScript. Bon, les sources, ce sont les différents fichiers que vous utilisez, le network, ce sont les différentes requêtes qui transitent, les performances, la mémoire, etc. Tout ça, nous le verrons ça dans la prochaine vidéo. Une dernière chose que je souhaite vous dire à propos des navigateurs, c'est la mise en cache. Le navigateur, de base, quand vous recevez un site, quand vous faites une requête, donc une demande d'afficher une page, vous recevez les fichiers HTML, CSS, JS, les images, les polices, bref, des fichiers qui sont quand même assez lourds. Eh bien, nous, on n'a pas envie, à chaque fois qu'on rafraîchit la page, donc on relance la page, ou à chaque fois qu'on quitte le navigateur et qu'on revient, pourquoi s'embêter à attendre encore le temps de chargement de cette page-là? Pourquoi ne pas aller plus vite? C'est quand même pas fréquent de changer une page, de changer son contenu, on fait ça une fois par mois à peu près, ou peut-être par semaine, mais pas plus. On va pas faire ça toutes les heures. Donc pourquoi s'embêter à chaque fois à rechercher cette page? Eh bien, le navigateur, pour pallier à ce problème-là, ils vont télécharger les fichiers et les garder en mémoire. C'est-à-dire que dans votre ordinateur, vous allez garder les fichiers HTML, CSS, JS, etc. et les images et compagnie, vous allez les garder en mémoire un certain temps. Donc quelques jours, quelques semaines, pas des années, ne vous inquiétez pas, vous allez les garder quelques temps. Ce qui fait que la première fois que vous allez sur un site, vous téléchargez les fichiers, ils sont stockés sur votre ordinateur, et la deuxième fois que vous allez sur ce site-là, plutôt que d'aller les récupérer, de faire la requête au navigateur, enfin au serveur qui contient les fichiers, les requêtes vont plutôt se faire sur les fichiers que vous avez déjà sur votre ordinateur, ce qui va faire un chargement quasi instantané. Donc ça permet de soulager le serveur de requêtes en plus, et ça vous permet, vous, d'avoir un accès plus rapide au site. Cette fonctionnalité-là, c'est aussi pour les développeurs quelque chose auquel il faut faire attention, notamment quand on code en PHP. Prenez l'habitude, si jamais vous êtes en train de travailler actuellement en développement sur un site,
de vider le cache quand vous rafraîchissez la page. Vous pouvez faire ça en appuyant sur la touche CTRL en même temps que F5, ce qui permet de rafraîchir la page avec F5 et CTRL pour vider le cache en même temps. Et en faisant ça, vous serez sûr que le site que vous voyez devant vous est le site à jour, la dernière version, les dernières modifications que vous avez faites. Sur les Safari, il faut se mettre en mode inspection, donc avec F12, vous faites un clic droit ensuite sur le petit bouton de rafraîchissement, et vous aurez vidé le cache de manière forcée, enfin rafraîchir de manière forcée. Donc voilà tout pour le petit tour d'horizon de l'outil qui vous permet d'accéder au web, donc le navigateur, et nous retrouvons très vite pour parler des outils de développement. Si vous souhaitez devenir développeur web ou que vous êtes passionné par les nouvelles technologies, notamment l'arrivée de l'IA, eh bien sachez qu'on ouvre une nouvelle formation au sein de l'école RI7 qui s'appelle Orchestrateur IA. Il s'agit d'une formation diplômante de niveau Bac+2 dans laquelle nous vous apprendrons à développer des applications web par vous-même. On vous y apprendra également à utiliser différents outils que nous met l'IA à disposition pour que vous soyez capable d'optimiser votre travail et d'être efficace. C'est une véritable compétence qui est attendue demain dans les entreprises et qui permettra de vous faire la différence sur le marché. Faites attention, les places sont limitées. Le recrutement se termine en septembre pour cette première promotion. Vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Exceptionnellement pour cette première formation, nous avons mis en place un système de promotion. Si vous trouvez le code présent dans la vidéo quelque part, je vous laisse bien regarder. Il suffit de nous dire au téléphone le code et on vous appliquera la réduction.